Bien. Alors, avant l'intervention d'Olivier Gibaud, on va faire un petit retour en arrière. Souvenez-vous, lors des journées nationales de l'année passée, à Montpellier, nous avions eu une intervention de M. Olivier Torres et nous avons gardé des liens avec lui. Alors, malheureusement, il n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui, ce qu'il regrette, mais il nous a fait une petite vidéo que je vous propose de regarder. Bonjour à toutes et à tous, et merci à votre président Yves Marmont de me donner l'occasion d'être avec vous. On s'était rencontrés pour la première fois l'an dernier, jour pour jour, au Quorum de Montpellier, et cette fois-ci je suis retenu par d'autres obligations professionnelles qui m'empêchent d'être avec vous. Mais soyez remerciés de la collaboration que la FCGA a réalisée avec l'Observatoire Maroc pour cette deuxième étude. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail incontournable de Guylaine Bourdoulex et de Xavier Lair, qui ont apporté une contribution décisive au bon déroulement de ce travail. Et l'an dernier, nous avions mesuré, rappelez-vous, les facteurs salutogènes, c'est-à-dire bons pour la santé, où on avait dressé à la fois le palmarès des meilleurs facteurs développés au long d'une carrière entrepreneuriale, leur capacité d'adaptation, la maîtrise de son destin, l'auto-efficacité. Il était de bon ton, cette année, de s'intéresser au volet plus négatif, c'est-à-dire aux facteurs pathogènes. Et c'est un très grand nombre de vos adhérents qui ont répondu à notre enquête, et je voudrais simplement vous stimuler pour être attentifs, car dans les semaines ou les mois à venir, nous allons, avec la FCGA et l'Observatoire Maroc, éditer des résultats extrêmement intéressants sur la vie du commerçant, de l'artisan, du libéral, et sur les facteurs qui parfois peuvent entraver le bon déroulement de sa carrière entrepreneuriale. Bref, vous aurez compris, l'Observatoire Maroc est ravi de cette collaboration, et je souhaite que la deuxième édition en appelle une troisième. Donc, haut les cœurs, ayons l'enthousiasme de nos projets et faisons en sorte que l'on se reverra, et cette fois-ci physiquement, l'an prochain pour votre Assemblée Générale. Merci. Voilà, donc un petit rappel de l'an passé, un non sans émotion, puisque ça avait été une conférence assez remarquable. Et un nouvel appel de la part de M. Torres. Vous savez que vous avez eu un nouveau questionnaire qui vous a été adressé. Et donc là, il a déjà collecté un grand nombre de réponses et il souhaite que la mobilisation continue. Et je pense que là, pour la fédération comme pour lui, c'est une belle étude et je pense que ça peut générer des choses bien. Concernant l'intervention de M. Guillaume Gibaud, donc pour tout vous dire, nous allons pouvoir la commencer. Voilà, il y a eu des petits problèmes de RER, un RER en panne, plus de 20 minutes, ça pose des soucis, mais on m'a rassuré, monsieur Gibaud est ici. Donc on va laisser le temps de se préparer. Juste aussi une petite annonce qu'on voulait vous faire. Donc vous savez que traditionnellement, lors de nos journées, on vous annonce toujours le lieu des journées nationales de l'année suivante. Et cette année, pour le moment, c'est silence radio, puisqu'on travaille sur une réforme, une refonte, un nouveau modèle des journées nationales. On sait que c'est un moment important, on espère que vous avez passé sur ces 2 jours du bon temps. Enfin, moi, j'en ai passé toujours. Donc, j'espère que pour vous, c'est la même chose. Et donc, on est en train de retravailler avec le bureau pour voir s'il ne faut pas modifier, innover, transformer, changer, amender nos journées. Donc on pourra et on sera bientôt en mesure de vous donner le lieu et les dates. Bien. Je vais donc maintenant appeler M. Guillaume Gibaud qui me rejoigne. Bonjour, pas de souci. Ça nous a permis d'avoir une pause plus longue. Ça marche. Bonjour Guillaume Gibaud, au nom de la FCGA, je vous remercie d'être présent
aujourd'hui avec nous. Et désolé pour tout le monde d'être un peu en retard, j'ai couru pour récupérer la respiration, mais... Voilà, à 25 ans, vous avez fondé le Slip Français, une marque de sous-vêtements et de homeware made in France. Cette société réalise aujourd'hui plus de 20 millions d'euros et emploie plus de 80 salariés. Et elle est souvent citée comme modèle de réussite. Une de vos convictions, nous devons apporter plus à la société qu'un bénéfice pour notre entreprise. Quelques clés de votre réussite, alors c'est moi qui les interprète, mais vous nous direz. D'abord, une fabrication externalisée, mais uniquement en France. Un circuit de vente par Internet, l'usage des réseaux sociaux, une communication culottée. Bon, c'était un peu facile. Ouais. Il y en a même un qui m'a dit il a mis le paquet, mais bon, je n'aurais pas osé. Voilà. Pouvez-vous nous en dire plus sur les secrets de votre réussite? Merci, Guillaume. Bonjour à tous, on aurait pu rajouter la ponctualité comme secrète sauce pour réussir. Je suis ravi d'être là, je crois que je viens ici pour essayer de donner des idées, pour vous faire marrer quand même au passage, parce que tout le monde a toujours une blague sur le slip, le paquet, le culotté, ça marche toujours bien. Je suis ravi d'être là, je vais essayer de partager effectivement ce que je vois moi comme peut-être un peu les clés de cette histoire qui est effectivement en train de prendre forme et en train de devenir une jeune pousse industrielle. Peut-être pour vous rappeler un peu d'où ça vient, parce que pour commencer par là, c'est quand même un peu bizarre de se dire qu'on va monter une marque de slip. Moi je suis parisien, j'ai 33 ans, je suis papa d'un petit garçon depuis 2 mois. Ça se voit un petit peu sous les yeux peut-être, mais je fais de mon mieux. Je suis sorti d'HEC en 2009. Ah oui, effectivement. On peut pas compléter, pardon, j'avais pas vu que la vidéo. Voilà, c'est une de nos petites vidéos pour ceux qui l'avaient pas vue. La recette, comment faire des œufs sans casser les slips ou l'inverse. Donc je suis sorti d'HEC en 2009 avec, comme beaucoup d'étudiants aujourd'hui, pas vraiment d'envie ni de savoir exactement ce que j'allais faire dans la vie. Et un peu par hasard, je me retrouve à bosser chez General Electric, qui est une des plus grosses boîtes du monde, en contrôle de gestion. Et je me retrouve à faire des Excel de réconciliation de notes de frais jusqu'à 23h le soir. On commandait des sushis parce que ça permettait de travailler plus tard. Et je me suis dit, ça va pas du tout le faire cette histoire. Et du jour au lendemain, j'ai démissionné. Je suis cherché une petite boîte qui faisait plus de sens. Et je suis arrivé chez Bio C'est Bon, que certains connaissent, PME s'il en est. Je suis arrivé, il y avait 3 magasins, c'était vraiment une épicerie de quartier. Je suis reparti, il y en a aujourd'hui 170. Moi, quand je suis reparti, il y en avait 10. Et j'ai vraiment compris chez Bio C'est Bon que les clés de la réussite, c'était le temps, le travail et le bon sens, et qu'à partir de là, on pouvait tout faire avec ça. Je crois que c'est des vraies recettes d'entrepreneurs que tout le monde va partager ici. Et donc, je fais 1 an et demi chez Bio C'est Bon, je m'éclate, je recrute les équipes, je monte les magasins, les contrats d'entretien des frigos, des clims, la vraie ville entrepreneuriale qu'on connaît un peu tous ici. Et je me dis, bon, ok, j'ai 25 ans, il faut que je me lance dans mon idée de boîte. Cette boîte-là ne sera pas la mienne. Le patron était un jeune homme de 70 ans, costard vert, pochette rose, chaussures magnifiques à chaque fois. Et je comprends que ça ne sera pas ma boîte et qu'il est temps peut-être de voler de mes propres ailes. Et je me retrouve donc peut-être dans la situation que certains d'entre vous ont connu ici, en tout cas la situation de beaucoup de jeunes aujourd'hui, de se dire je cherche une idée de boîte. Et je me dis plusieurs choses. Je me dis monter sa boîte, ça prend du temps. Ça, clairement, on le sait tous, c'est 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans. Donc autant démarrer dans un métier qu'on aime bien. Je me dis que la mode, j'aime bien ça. J'ai toujours bien aimé les marques. Je porte d'ailleurs des chaussures Paraboots entièrement made in France, pour ceux qui ont remarqué. J'ai toujours bien aimé ça. Et je me dis, Internet va faire exploser la façon dont ce métier fonctionne. Je vous parle d'un temps, pas que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais presque, où Instagram n'existait pas en France. Alors je ne sais pas si ici tout le monde a un compte Instagram ou pas. Si vous ne l'avez pas, il est encore temps, il n'est jamais trop tard. Mais en tout cas, vous dire que Instagram, quand j'ai démarré, le style français n'existait pas en France. Donc pour ceux qui travaillent dans la mode, c'est juste un bouleversement énorme de ce qui s'est passé dans ce métier. Donc ça, c'était le premier constat. Internet va faire exploser les codes de ce métier. Et quand on y réfléchit, dans la mode, à partir de cette idée de monter une boîte de mode en ligne, il y a des catégories de produits qui sont plus ou moins adaptés. Les costumes, vous ne connaissez pas votre taille, est-ce que ça va vous aller? Les pantalons, les chemises, les sous-vêtements. Je crois que tout le monde a plutôt bien rigolé aux premières blagues, donc je vais la tenter. Messieurs dans la salle, est-ce qu'on peut lever la main de savoir qui a déjà essayé un slip dans un magasin? Ils ne vont pas oser lever la main, mais a priori, pas beaucoup. Donc en fait, c'est un produit qui est petit, qui est léger, qui ne s'essaye pas. Donc en fait, c'est un produit idéal à vendre sur Internet. Et surtout, c'est un énorme marché. Dim, ça fait presque 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, je me suis dit, c'est pas si con cette idée. Il y a un marché énorme. Internet est vraiment un outil idéal pour se développer. Et de l'autre côté, je me dis, quelles sont les marques françaises qui ont réussi, qui existeront toujours à mon sens? Et je pense à Petit Bateau, je pense à Lacoste, et je pense aussi bien sûr à Hermès et Louis Vuitton. Et je me dis, quel est l'ADN commun en fait de ces marques françaises qui sont fortes en France et à l'export? Et forcément, le savoir-faire, la fabrication française, cette espèce d'imaginaire un peu français est très fort. Et je me dis, si j'arrive à faire une marque de slip
sur Internet avec un ADN très fort qu'on peut raconter sur les réseaux sociaux, il y a sûrement moyen de raconter une belle histoire. Et là-dessus, je fais un truc d'entrepreneur aussi. Je vais boire des bières avec des copains dans un café qui s'appelle le Sauvignon, à côté du Bon Marché, pour ceux qui connaissent. Et je raconte à peu près ça en essayant de trouver une idée. J'ai un pote qui me dit « Mais mon vieux, qu'est-ce que tu vas faire à vendre des slips sur Internet? Ça va jamais marcher ton truc. Personne n'achète de slips sur Internet, ça va jamais marcher. » Et je lui dis « Écoute, mon vieux, je suis sûr que si je fais le slip français, je peux en vendre quelques-uns. » Donc ça a démarré comme ça, vraiment une blague d'étudiants autour d'une bière. Et le lendemain, je tape fabrication française dans Google, je tombe sur une usine en Dordogne. Et 9 mois plus tard, je ramène 600 slips dans le coffre d'une voiture de location. Donc il y en avait des bleus, des blancs, des rouges, des noirs, intrépide, vaillant, redoutable et triomphant, en 3 tailles. Et pendant l'été, je bricole sur Internet la première version du site web, donc vraiment de mes 10 petits doigts, j'y connaissais rien, mais j'ai passé l'été à faire ça. Et en septembre 2011, je lance le slipfrançais.fr en me disant, au pire, j'aurai des slips pour toute ma vie. J'ai mis 10 000 € qui étaient mes économies de l'époque dans l'histoire, et puis au pire, j'aurai des souvenirs à raconter quand je serai vieux. Et démarre comme ça une aventure là, qui est un peu post-rationalisée en se disant le marché, le petit produit, tout ça. Je n'avais pas forcément aussi bien réfléchi ça au démarrage. Et je me retrouve à essayer de faire parler de la marque. Et arrive une vague 6 mois plus tard, et c'est là où quand on monte sa boîte, on a besoin d'un petit coup de pouce du destin de temps en temps. Arrive la vague du Made in France, que vous avez tous vu en tant que consommateur et ou avide lecteur de presse. À l'origine, à la campagne présidentielle de 2012, avec François Bayrou, puis évidemment avec Montebourg. Et nous, quand la campagne présidentielle arrive et que tout le monde dit que le Made in France, la relocalisation est un enjeu de société énorme, on se dit comment est-ce qu'on peut émerger très fortement dans le débat public comme étant un bon exemple avec 0 moyen. Et on se dit on va essayer de faire quelque chose sur Facebook, et on a détourné le slogan de François Hollande à l'époque qui était le changement c'est maintenant. On a fait le changement de slip c'est maintenant. On a mis ça sur Facebook et ça a cartonné, ça a été partagé partout sur Internet, et surtout ça nous a ramené beaucoup de médias. Donc je me souviens, j'étais à l'époque chez ma grand-mère, donc j'avais des slips dans le garage de ma grand-mère qui habite dans le 7e, un appartement très chic, et il y avait des journalistes qui faisaient la queue pour voir l'étudiant d'école de commerce avec 4 slips sur les portants pour dire alors d'où vous vient cette idée, la campagne présidentielle. Et donc ça nous a vraiment emmené vers une deuxième étape. Donc au début, vous l'avez compris, un start-up qui bricole, qui fait un peu de tout. On teste des idées sans trop vraiment de stratégie. Et arrive le moment où finalement on passe de 0 à 1,5 million de chiffre d'affaires en 3 ans, avec du financement bancaire, en faisant un peu ce qu'on pouvait à droite à gauche, des pop-up stores, une estafette du slip, des Galeries Lafayette. On faisait de tout. Comme souvent au début, quand on démarre, on essaie d'exister d'abord. Et après, je me dis vraiment que ce côté Internet, il est vraiment très fort, et qu'en fait on en a sous la pédale. Si on commence, en plus de cette notoriété organique, des vidéos que vous avez pu voir qui sont partagées dans un premier cercle, en fait il y a une vraie vague à prendre sur le côté web marketing, de commencer à essayer de dépenser de l'argent sur des leviers qui sont absolument dingues, donc Facebook et Instagram, et je vais en reparler pas mal, de se dire qu'en fait c'est des vrais leviers d'avenir pour faire connaître son produit et son service auprès d'une cible très qualifiée. Et on est parti dans une stratégie pareil que j'explique un peu mieux maintenant sans trop le savoir au début, mais aujourd'hui avec un joli mot français qui s'appelle DNVB, Digital Native Vertical Brand. Donc, en bon français, une marque verticale, digitale, née sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, vous pouvez créer un produit très fort avec une identité de marque très forte juste sur Instagram ou Facebook. Les meilleurs exemples, nous on en est un très bon en France, mais en France vous avez aussi Cézanne, peut-être mesdames vous connaissez, qui est l'exemple type de ce truc-là, qui fait en quelques années 80 millions d'euros de chiffre d'affaires à 90% sur son site web, qui arrive à se déployer très vite avec juste une image de marque, avec une image de marque très forte, une relation au client qui est extrêmement proche et fusionnelle. Vous avez l'impression que vous achetez un produit à votre meilleure copine, mais en même temps ça fait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en 4 ou 5 ans. Donc c'est vraiment une très très grosse croissance. Évidemment, ça vient de boîtes américaines comme Warby Parker, comme Bonobo, comme Everlane, cette idée de créer une marque avant tout sur les réseaux sociaux pour derrière aller mettre de la puissance marketing pour se faire connaître. Et ça, c'est un levier vraiment complètement dingue. Nous, aujourd'hui, sur nos 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on en fait 70% en ligne directe chez nous. Donc là où dans notre métier, les meilleurs élèves font 15 ou 20% de leur chiffre d'affaires en ligne versus leur chiffre d'affaires boutique. Donc ça, c'est vraiment une vague et un positionnement très fort pour toutes les marques de B2C, en fait, de retail au sens large, que vous soyez une marque de food, de textile, d'ameublement, de ce que vous voulez. Si vous avez un concept marketing très fort, vous pouvez vraiment vous déployer sur Internet avec des leviers qui sont vraiment, en plus de ça, des leviers à la performance. C'est-à-dire que sur Facebook, on peut commencer à dépenser de l'argent en marketing, 1 000 €, 2 000 € par semaine, puis 10 000 € par mois, puis 20 000 € par mois. Vraiment, il y a des budgets importants. Facebook, c'est, je ne suis pas là pour faire la publicité, mais juste se rendre compte de ce qui se passe. Facebook, c'est 40 ou 42 millions de Français d'utilisateurs actifs. Instagram, c'est 10 ou 12. Donc c'est vraiment, et c'est des chiffres à deux chiffres de croissance tous les ans. Donc c'est vraiment des plateformes qui sont comme des nouvelles télévisions. Et on en est tous un peu utilisateurs, vous le voyez bien sur vos flux, je pense que tout le monde ici utilise ces services. C'est aujourd'hui, je compare souvent l'entrepreneuriat à Mario Kart. Alors je ne sais pas si tout le monde maîtrise Mario Kart, mais globalement pour gagner la course,
il faut passer sur les flèches jaunes. C'est comme ça qu'on arrive à dépasser un peu le voisin, même si on n'est pas forcément le très bon pilote. En tout cas, moi, je suis clairement très mauvais pilote, mais j'arrive à prendre les boosters. Pour moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour les jeunes boîtes et ou pour les boîtes un peu plus installées qui cherchent un second souffle, se pencher sur ce sujet-là de près, c'est un véritable levier de notoriété, de croissance et de chiffre d'affaires rentable. C'est ça qui est assez dingue. Je ne connais pas beaucoup de leviers de marketing qui permettent de mettre 1 et de faire 2 ou 2,5 de chiffre d'affaires. Ça, normalement, ça n'existe pas. On est dans une fenêtre de tir où ça existe encore un peu, puisque les budgets des grosses boîtes sont un peu en train de se positionner sur les différents leviers. Donc ça, c'est vraiment une vraie stratégie qu'on a ancrée avec une levée de fonds, en se disant qu'au début, on faisait un peu de tout, et un fonds d'investissement nous a vraiment dit, mais en fait, allez à fond dans cette stratégie web, il y a un vrai potentiel, il y a des exemples à l'étranger qu'on n'avait pas forcément vus, accélérer sur cette stratégie-là, et c'est vraiment ce qu'on a fait 2015, 2016, 2017, pour faire ensuite une deuxième levée de fonds fin 2016, pour se projeter encore un peu plus à chaque fois dans un nouveau tour d'ambition. C'est vraiment une stratégie de contenu. Et pour finir sur cette stratégie web, il y a vraiment ce levier marketing, mais tout part d'un bon contenu. Je pense que vous avez vu, ça vous fait rire, les publicités qu'on essaie de faire. On a tous beaucoup de publicités dans nos flux Facebook, Instagram. Ceux que vous allez retenir, c'est ceux qui vont se différencier, qui vont vous surprendre, où le contenu va être intéressant, ou décalé, ou différenciant en tout cas. Et pas un contenu qui va juste pousser un produit en disant voilà, moins 10% ou 2 produits achetés, un produit offert. Il faut vraiment faire l'exercice de créativité, de s'adapter au format Instagram et Facebook qui changent tout le temps pour proposer de la nouveauté et essayer d'interagir avec la cible. Donc ça, c'est le deuxième, c'est vraiment le premier gros point de notre stratégie. Le deuxième, évidemment, et ça va avec le DNVB, c'est le côté vertical et le côté fabrication française. Donc aujourd'hui, c'est un vrai engagement qu'on a depuis le début. Dès le premier jour de la boîte, j'ai mis en tagline « Si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip ». Donc ça, évidemment, au début, c'était un peu une blague. Mais en fait, plus ça avance et plus on y croit, puisqu'en fait, aujourd'hui, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait presque 1 million de produits. C'est 42 ateliers un peu partout en France qui fabriquent nos produits tout au long de la journée. Et ça fait à peu près 200 emplois qu'on maintient ou qu'on crée auprès de ces 42 sous-traitants un peu partout en France. Donc c'est un vrai effet d'entraînement dans le textile. Vous n'avez peut-être pas les chiffres en tête, mais le textile français au début des années 90, c'était 460 000 emplois. Aujourd'hui, l'année dernière, 2017, c'est 58 000. Pour vous dire ce qui s'est passé, en même temps, pas à l'arrivée d'Instagram, mais vraiment la vague de délocalisation immense qui s'est passée sur ces 25 dernières années. Et pour la première fois en 2017, on est passé de 57 890 à 58 250. Je suis un peu marseillais exactement sur les chiffres, mais on a fait plus de 200 ou 300 emplois. C'est la première fois que ce chiffre a arrêté de baisser. Donc vraiment pour se dire qu'il y a une prise de conscience qui était plutôt médiatique, Arnaud Montebourg, La Marinière au début, mais qui est vraiment en train de se diffuser dans le fond. Et je pense que nous tous, clients, on le voit, on se dit aujourd'hui, un peu comme dans le bio, dans l'alimentaire, on fait de plus en plus attention à nos achats. Aujourd'hui, dans la mode, on va tous faire de plus en plus attention à nos achats. On a envie d'acheter dans des marques qui ne font pas des promotions à gogo. Et nous, typiquement, on ne fait pas de Black Friday cette semaine. C'est un choix courageux, hein, parce que forcément, des promos, c'est du chiffre. Et le client qui rentre dans la boutique, il comprend forcément. Mais moi, je me dis, si on est capable de vendre à moins 50 ou moins 60% un ou une semaine dans l'année, en fait, qu'est-ce qui se passe tout le reste de l'année? Ah bah ouais, ça c'est la vraie question à se poser. Donc c'est là, voilà, donc c'est là où on a tous un peu cerveau gauche, cerveau droit, et c'est un équilibrage difficile. Moi aussi, je me dis, je suis chef d'entreprise, je ferais bien plus 50% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière en mettant une petite promotion. Mais on pense que ce n'est pas la logique à long terme et que la logique à long terme, elle est beaucoup plus d'une intégration verticale de l'usine au client final en permettant de relocaliser des productions. Et la vraie raison pour laquelle on peut faire un Black Friday à moins 60%, c'est parce que votre t-shirt que vous vendez 40 € toute l'année, ben en fait, vous l'achetez 3 € parce qu'il est fabriqué au Vietnam et qu'il a fait 3 fois le tour de la planète. Donc au fond, c'est ça la vraie raison. Après, l'idée d'une marque, je pense, n'est pas de rentrer sur ce terrain de la morale. Il ne faut pas culpabiliser. Et c'est Noël et c'est une super période. Et on a envie que les gens viennent acheter des cadeaux chez nous parce que ça les inspire, que ça fait une bonne blague à raconter, que ça vous fera une blague à raconter, j'espère, sous le sapin. Et je pense on pense qu'une marque doit vraiment rester sur ce terrain de jeu très positif, faire rêver, donner envie. Je vous l'ai dit, hein, nos exemples, c'est Petit Bateau, Lacoste, Hermès. C'est vraiment des marques qui font rêver, qui entraînent. Mais au fond, je pense que la tendance de fond de ce métier, de notre métier et de tous les métiers, c'est la transparence. Et de se dire, en fait, on a envie d'une marque qui peut aller jusqu'à l'exercice de faire à tout moment un Facebook Live. Donc Facebook Live, c'est j'appuie sur le bouton et ça diffuse en live à tous mes abonnés ce que je fais. La bonne question qui émerge aujourd'hui, hein, mais je pense qu'il arrive, et ça ne sera peut-être plus Facebook, ça sera un autre réseau social, mais de se dire comment est-ce que H&M, pour ne pas les citer, peut brancher un Facebook Live sur tout ce qu'elle fait à tout moment et de se dire, bah oui, on est fiers de ce qu'on fait. J'en sais rien. Et je ne dis pas que nous, on est fiers de tout ce qu'on fait, mais en tout cas, je pense que réfléchir les choses à ce filtre-là, ça fait un peu la jonction entre cerveau gauche et cerveau droit, notre côté chef d'entreprise et notre côté consommateur. Il y a des moments où c'est des choix difficiles. Typiquement, pas faire de Black Friday. Moi, je vais expliquer à mes actionnaires qu'on ne va pas le faire.
Ils me disent, ah bon, t'es sûr? Je leur dis, bah oui, je suis sûr, même si je suis pas très sûr, mais je crois que c'est mon rôle. Donc voilà, c'est, je pense, le sens de l'histoire, et je pense que les consommateurs, et nous tous ici, on est de plus en plus vigilants à ce que porte une entreprise, et c'est ce que vous disiez en intro, de dire, bah, une entreprise, je pense, doit construire autre chose que juste faire du profit, puisque on le voit bien, il y a des exemples dans la société civile absolument dingues. Je ne sais pas si tout le monde connaît C'est qui le patron, l'initiative qui a été faite sur le lait. Donc le lait, juste pour expliquer en 2 mots, le lait c'est un truc intordable. Les agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leur production. Les clients consommateurs finaux, finalement, 1,05 € ou 99 centimes la brique de lait, oui, il y a un impact, mais ça ne va pas vous changer votre vie. Et les pouvoirs publics sont incapables de craquer le truc parce que c'est des régulations européennes, on n'arrive pas à fixer, ça prend des mois. Et au final, il y a des agriculteurs qui se suicident et des clients qui n'en ont pas vraiment conscience et qui vont acheter leur brique de lait. C'est qui le patron met en ligne une plateforme en disant, bah, pour vous, quel doit être le juste prix d'une brique de lait? Est-ce que ça doit être made in France? Est-ce que le packaging doit être bleu ou vert? Est-ce que ça doit faire 1 litre ou 1,5 litre? Est-ce que c'est demi-écrémé, UHT? On remplissait sur Internet, il y a 10 000 participants qui ont voté. Ils ont fabriqué, en partenariat avec quelques laiteries, ce lait-là. Ils l'ont mis dans un magasin et ça a été tellement plébiscité par les gens qui ont voté et par leur entourage et repris par les médias. Aujourd'hui, ils en sont, je crois, à 100 millions de briques de lait vendues. Et aujourd'hui, quand un magasin a la brique de lait et qu'il n'est pas au bon prix, vous avez les internautes qui prennent la photo et qui mettent ça sur Twitter en disant, bah, tiens, mon Super U de tel endroit, bah, en fait, il ne pratique pas le bon prix pour c'est qui le patron. On dit, bah, où va la marge? Et du coup, là, c'est pour moi, c'est un vrai nouveau modèle de distribution qui est inventé par une boîte privée qui fait en sorte que bah, l'agriculteur, il peut prendre une semaine de vacances en plus, il a pu remplacer son kangou et il est content de venir bosser tous les matins. Donc, pour moi, on en est au tout début de ça, mais je pense que c'est des thématiques de fond qui mettront peut-être 10 ans, 20 ans à vraiment se déployer dans toutes les marques. Mais je pense qu'aujourd'hui, au-delà d'une opportunité, je pense que c'est même un risque pour les boîtes de ne pas se positionner sur ces sujets-là. Donc voilà un peu mes 2 gros sujets. Ce dont je peux vous parler aussi, c'est l'équipe. Je pense que ça, c'est hyper important et ça vous parlera à tous. Donc aujourd'hui, on est 100 personnes. Donc ça, j'en suis très fier. C'est pas facile. Donc 70% du chiffre d'affaires est fait en ligne. Donc la moitié des équipes sont au siège à Paris. Et on a aujourd'hui 15 boutiques un peu partout en France, dans les grandes villes de France. Donc on a des équipes retail, des équipes boutiques qui font les 50 autres personnes. Et donc plus de 200 personnes qu'on fait travailler dans nos ateliers. Ça nous fait un impact en termes d'emploi de plus 300, dont on est très fiers. Et les équipes, clairement, c'est de loin le point le plus compliqué. Je pense que vous le vivez, d'arriver à fidéliser, raconter, embarquer les gens dans sa stratégie. Et les recettes que je crois on a bien fait, c'est vraiment de fidéliser assez vite. On a impliqué une bonne partie de l'équipe avec des BSPCE, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en tout cas partager une partie du capital de l'entreprise avec maintenant presque une petite vingtaine de personnes dans la boîte. Ça a été un moteur très fort de construire une équipe solide et qui ne bouge pas trop dans le temps. Et à mon sens, une des vraies clés de la réussite de la boîte. Et ce que je vois vraiment, je m'arrêterai peut-être là après pour des questions, je ne me rends pas compte de combien de temps je parle. Je suis capable de parler très longtemps. Mais je parle vite, alors ça va. Et le dernier point, oui, je suis vraiment assez impressionné de la capacité des gens à grandir et à apprendre. Au début, on fait rentrer, la plupart des gens dans la boîte sont rentrés en stage de fin d'études, donc sans trop savoir pourquoi et sans avoir vu forcément d'autres boîtes avant. Mais en fait, quand ils sont mis dans le bon écosystème, quand ils sont tirés vers le haut, la capacité de progression de tout le monde, et la mienne y compris, quand je me retourne en arrière, je me dis, on a fait un sacré bout de chemin en peu de temps et c'est pas facile tous les jours, mais c'est clairement une grande source de fierté. Donc voilà, investissez dans votre équipe, passez du temps et faites-leur confiance. Je crois que c'est peut-être mon message pour finir. Et voilà, un peu mes 3 grandes idées du matin. Merci Guillaume. Alors avant de passer aux questions-réponses, d'abord, on tenait à vous remercier du lot que vous nous avez offert pour notre bingo, qui a fait beaucoup d'envieux, mais il a été gagné et je pense que la personne qui l'a eu était très contente. Hier, nous avons eu aussi l'occasion de découvrir le slip français au Lido, puisque nous étions au Lido. Donc on a eu, et nos épouses étaient particulièrement contentes de voir ce que ça pouvait donner. Alors je ne sais pas si ça donnera le même effet après sur nous, mais bon, au moins on a eu ça. Donc est-ce que des personnes ont des questions? Moi j'en ai une déjà, alors je vais commencer. La première, vous nous avez dit et vous avez un peu monté votre modèle sous le système Internet et pourtant vous avez créé des boutiques. Alors quelle est l'idée de ces boutiques? Est-ce que c'est par obligation ou est-ce que c'est... Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire? C'est une très bonne question. Je pense que c'est un peu un passage obligé. Déjà pour leur dire, dans la mode en France, c'est seulement 20% des ventes en volume qui sont faites sur Internet.
Donc 80% des ventes textiles en France sont faites dans les points de vente physiques. Donc beaucoup de GMS bien sûr, mais aussi beaucoup de boutiques physiques de marque. Et je pense que c'est important un peu à double titre. D'abord, c'est un vrai effet notoriété. Il y a quelque chose qui se passe dans la tête des gens quand ils passent devant une nouvelle boutique. Il y a un effet, ah oui, c'est une marque sérieuse, alors qu'il y a toujours cette espèce de côté internet, on ne sait pas trop, il y a toujours cette part un peu de doute. Donc avec le temps qui va changer, quand on regarde des pays comme les États-Unis ou le Japon, parfois c'est 30-40% de ces volumes qui sont faits en ligne, donc c'est un peu de la tendance de long terme, mais c'est un vrai ancrage physique, c'est un super lien avec les clients. Et d'ailleurs, nous en boutique, on n'a pas forcément de gadgets digitaux, on a juste des vendeurs super sympas et super bien formés, parce que c'est pour ça qu'on vient en boutique, et aujourd'hui en tout cas à mon sens pas autre chose. Et enfin, ça prépare l'international, parce que la meilleure vitrine qu'on peut avoir pour commencer à se faire connaître en Corée, au Japon, c'est d'être dans les quartiers touristiques parisiens, dans le cœur du centre-ville d'Aix-en-Provence, voilà, dans des beaux endroits comme ça qui portent les valeurs de la France et qui, j'espère, commencent à nous faire un peu connaître à l'étranger. Alors, il y a également beaucoup de touristes à La Rochelle, donc il serait peut-être temps de dépenser. Des questions ? Oui, bonjour. Le prix de vente moyen de vos slips et comment vous les vendez par packaging la différence qu'il y a entre Internet et les boutiques? Alors ça, c'est une bonne question. On a les mêmes prix partout. Ça, c'est hyper important. Ça participe un peu de la transparence globale. Donc c'est les mêmes prix partout. Et les produits sont entre 29 et 40 euros à l'unité. Donc c'est plus cher, c'est sûr. On est vraiment comparable à un Calvin Klein, à un Dim. Voilà, c'est le genre de marque assez haut de gamme. Et en pack, c'est un peu moins cher quand on les vend par 3 ou par 4. Oui, à quand la collection féminine en province? C'est bien, j'ai des vraies questions. La collection féminine, bientôt. Et alors, le sujet, c'est qu'on a plutôt des petites boutiques. On a effectivement, ce qui est assez rigolo, et je peux vous donner une stat sympa. Donc, on a aujourd'hui 200 000 clients en base, ce qui est pas mal, ce qui est un début, mais ce qui est pas mal. La moitié hommes-femmes, ce qui est assez rigolo, parce que jusqu'à l'année dernière, on avait des produits que hommes. Donc, c'est très vrai que les femmes achètent des sous-vêtements pour les hommes autour d'elles. C'est très vrai. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est un fait. L'autre truc assez rigolo, c'est que je vous donne la stat officielle de comment est-ce que les hommes portent des sous-vêtements en France. Donc il y a un vrai 30% de slip, donc le vrai slip. Donc non, le slip n'est pas mort et au contraire, il reprend du poil de la bête. Donc ça, c'est un vrai 30%. Le boxer, c'est 55%. Il reste, donc là, le boxer, c'est la version slip un peu plus longue. Et la version un peu caleçon chemise, tissu chemise, ça, c'est 10-12%. Et si vous comptez bien, il vous manque un peu de pourcent. Donc ça, c'est un peu plus de prise de risque en termes de sous-vêtements. Voilà, ça vous donne un petit panorama du marché. C'est une stat intéressante pour votre dîner ce soir. Donc, on ne fera pas de sondage en direct, rassurez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Est-ce que les évolutions du slip vont se faire sur des nouveaux matériaux, des textures, parce qu'après, il faut travailler à long terme, donc il va falloir trouver d'autres idées peut-être sur le slip? Bien sûr, vous avez raison. On regarde d'abord tout ce qui est coton bio qu'on commence à faire l'année prochaine. Et après, il y a un vrai sujet si on veut remonter toute la filière, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le coton ne pousse pas en France. Donc à partir de la bobine, on fait tout en France. Donc la matière est tricotée en France, mais le coton ne pousse pas en France. Ce qu'on peut regarder de assez sympa, mais pour l'instant on ne sait pas le faire, c'est le lin. La France fait 70% des volumes de fabrication au monde de lin, donc on est vraiment les champions du lin. Donc pour l'instant ça gratte un peu, mais on regarde. Voilà, il y a le lin qui est assez sympa, il y a le chanvre, il y a les orties, donc il y a pas mal de pistes qui pour l'instant sont pas... Les orties, c'est assez rigolo. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas encore craqué le truc, mais vous avez tout à fait raison, c'est un vrai sujet. Et dans cette idée de transparence, la remontée des filières jusqu'à la fibre est effectivement clé. Et le slip connecté, c'est pour bientôt? Et slip connecté, on avait des projets. Pour l'instant, on s'est dit que voilà, vous n'étiez pas prêts encore à passer le pas. Non, et un petit mot peut-être pour finir. Je ne sais pas s'il y a une dernière question ou pas, mais pour finir, le bonnet qui était dans le lot hier. Donc ça fait 5 ans qu'on fait pour le Téléthon tous les ans une campagne de collecte. Donc ça s'appelle Bouge ton pompon pour le Téléthon. C'est un bonnet qui est fabriqué à Saint-Étienne à la main. Il vaut 35 € et tous les bénéfices, c'est-à-dire 10 € par bonnet, sont reversés au Téléthon. C'est la 5e année qu'on le fait. Cette année, on l'a fait en collaboration avec Inès de la Fressange. On l'avait fait avec Isabelle Marant l'année dernière, avec Jean-Paul Gaultier il y a 3 ans. Et depuis 5 ans, on a collecté 340 000 € pour le Téléthon. Donc c'est pas mal. Donc on est très fiers. Bravo. Donc nous allons finir par votre citation et votre conviction. C'est bien évidemment, nous devons apporter plus à la société qu'un bénéfice pour notre entreprise. Merci beaucoup, Monsieur Gibaud. Merci à vous. Merci. Et encore désolé d'avoir été en retard. Je vais maintenant demander à notre grand président de me rejoindre. Je te laisse
passe la parole. C'est les élections? Non, non. Bien, effectivement, donc on va arriver au terme de ces journées, de cet anniversaire. Et je vous remercie encore d'être encore nombreux présents, d'être assidus, attentifs. Et je pense que des échos que j'ai eus, la satisfaction est assez générale, que ce soit sur les qualités de nos intervenants. Je pense que ça, on peut les remercier. Et les thèmes qui ont été proposés et les soirées ou animations ou pour les accompagnants, les visites qu'ils ont faites. Voilà. Alors avant de terminer, ce que j'aimerais, c'est mettre à l'honneur les gens qui ont fait ça, parce qu'il n'y a pas que Christophe, que moi, que quelques personnes du bureau. Il y a d'une part les permanents de la fédération que j'aimerais bien qu'ils me rejoignent. Allô, allô? C'est les seuls qui ne sont pas présents. Je les vois, ça s'affaire derrière, là, ça s'affaire. Je pense que vous les connaissez tous, j'espère. Sinon, c'est-à-dire que la com n'était pas bonne. Guylaine, Anna, Saoli, Ariel était pas loin normalement, Xavier, on a perdu Ariel. Alors voilà. Voilà l'équipe, vous la connaissez, je pense. Je pense que vous pouvez les applaudir. Bien, merci pour le travail qu'il faut tout donner. Voilà, avec une petite particularité, puisque Guylaine, en fin d'année, va prendre l'élément que j'ai pris il y a 2 jours, où je suis arrivé à l'âge légal de départ à la retraite. Guylaine aussi. Donc voilà, Guylaine va nous quitter en fin d'année pour bénéficier d'un temps libre et profiter de son compagnon. Merci. Je pense. Voilà. Hier, nous avons aussi la chance d'avoir Michel Ismadji, qui est parti il y a 3 ans maintenant, et qui est venu participer à cet anniversaire, ce qui nous paraissait normal. Donc elle a participé aux journées, à la soirée, et voilà, on la remercie. J'aimerais associer aussi l'équipe de CL Communication. Alors, ceux qui sont en régie, il faut qu'ils lâchent la régie. On coupe le son. Ah, je peux parler fort, hein. Qui sans eux, rien ne serait fait. Ils ne ménagent pas leur peine, vous le voyez le jour, ou les jours des journées, mais dès qu'ils ont fini une journée, ils en attaquent une autre pour l'année d'après. Et je pense que montez tous. Ah si, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc on a Florence, on a Marion, on a Manon, on a Louis et Diane. Voilà. Et il y en manque une. Bon, voilà. Donc merci à vous pour nous suivre depuis tant d'années. Merci à Marion surtout qui a à première vue animé l'équipe de façon importante. Il faut un leader. J'ai cru comprendre que cette année, vous aviez bien pris le flambeau. Donc ça, c'est important. Et ils nous ont assistés toujours aussi bien depuis de nombreuses années, et quelle que soit la formation de l'équipe. Voilà. Merci. Et merci aux photographes. Je rappelle qu'il y a de droit de rectification des photos, hein, quand même, des fois, peut-être.
tout ce qui est fin de soirée ou... Bien, un dernier point, je pense, on a décidé aussi cette année, il y a plein de gens à l'honneur. Et hier, on a vu effectivement la journée, les ailes, le centre qui avait le plus participé et y compris obtenu des récompenses, qui était le centre d'Auvergne. Aujourd'hui, on veut, par un geste symbolique, avec des bulles, remercier les centres qui viennent à nos journées nationales de manière régulière et nombreux. Donc je vais appeler respectivement les présidents ou directeurs, c'est vous qui décidez, de l'OMJA 13, Michel. Je rappelle qu'hier, ils étaient 26, je crois, c'est ça, ouais, 26. Voilà. L'OMJA 74. Le CGA Nord-Ouest. Le CGA 86. Et l'OMGA du Cantal. Qui non seulement viennent nombreux, mais en principe mettent l'ambiance. Surtout dans le car en rentrant, en général. Il n'y a personne? Cantal, ils sont partis? Ils sont pas... Bon, on va boire leur bouteille, hein, c'est pas grave. Bien, ben, je vais vous remettre à chacun un magnum du champagne Maillard. C'est la musique. Voilà, merci. Le 86 non plus, personne? La Vienne, oui. La personne. Bon, alors, on leur fera passer, on leur remettra. Vous les suivez pas. Pas de souci. Donc, merci. Oui, merci à eux, parce qu'effectivement, on dit souvent merci d'être venus si nombreux. Ben oui, il y a beaucoup de centres, c'est bien, il y a beaucoup d'MGA, mais si nombreux aussi parce que certains centres, ben, effectivement, mobilisent leur équipe, que ce soit leur permanent, que ce soit leur conseil d'administration. Et je pense que c'est important que les centres soient représentés et ça montre l'intérêt qu'ils portent à la fédération. Donc pour ça, je les remercie. Merci. Bien, écoutez, maintenant, je pense que c'est le moment de nous séparer. Pas encore, parce qu'il y a encore à manger. Et je vous souhaite à tous un bon retour. À première vue, la météo est un petit peu capricieuse. Un peu à Paris, un petit peu. Dans nos régions, un peu plus, je crois, d'après ce que j'ai compris. Nous, on est ici, on ne voit pas beaucoup. Mais voilà. Donc, merci à tous. Et bon retour chez vous. Et j'espère que vous avez pris plaisir et que vous repartez avec plein d'encoeur.